Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Vanessa Bertinotti et vous écoutez Salute et Biohacking, un podcast où nous explorons comment optimiser notre santé et notre potentiel en compagnie d'experts, d'esprits brillants et de personnes partageant ma passion pour le bien-être, la science et l'art de s'améliorer chaque jour. Si vous ne connaissez pas encore le terme biohacking, imaginez un ensemble de stratégies, d'outils et d'habitudes pour renforcer le corps, l'esprit et l'âme. Mais plus que tout, le biohacking a un état d'esprit, une approche consciente de notre développement personnel et de notre bien-être. Je vous rappelle que toutes les informations contenues dans ce podcast ont un caractère purement informatif et ne remplacent en aucun cas une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous aimez ce podcast et pensez qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, aidez-moi à le faire connaître. Partagez-le et laissez un avis sur votre plateforme préférée. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Mon livre Guide au biohacking, voyage entre science, nature et conscience est enfin disponible sur Amazon en français, italien et anglais et il sera bientôt accessible aussi en espagnol et en portugais. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Santé au travail et biohacking et mon invitée est Anna Goua. Anna est psychologue et cofondatrice du Sommet de l'Hypersanté, passionnée de biohacking et de santé intégrative. Elle combine neurosciences, pratiques holistiques et technologies pour optimiser le bien-être. Bonjour Anna et bienvenue. Bonjour Vanessa, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci à toi pour avoir accepté mon invitation. Anna, tu es aujourd'hui une figure engagée dans la santé intégrative et le biohacking. Quel a été ton parcours personnel vers cette vision élargie de la santé? Je pense que je suis quelqu'un qui a toujours, de par ma personnalité, j'ai toujours voulu vivre la vie à fond, j'ai toujours voulu profiter de la vie. Et donc, par exemple, quand j'étais étudiante, je faisais beaucoup la fête. J'étais toujours la personne qui entraînait tout le monde faire des soirées. Et j'ai conservé ça parce que maintenant, j'organise une longevity party au sommet de l'hypersanté. Mais en fait, j'ai commencé à faire attention à ma santé quand je me suis rendu compte que justement le manque d'énergie pouvait m'empêcher de profiter de moments avec mes proches, pouvait m'empêcher aussi de faire la fête, par exemple. Donc, c'est plutôt des problèmes de santé qui nous amènent toujours à réfléchir à notre santé. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes digestifs pendant assez longtemps et ça pouvait parfois me mettre KO en fait pendant 3-4 heures en journée et donc m'empêcher en fait d'être à 100% présente pour mes proches et mes amis. Et après, j'ai découvert le biohacking aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça a aussi du bon, les réseaux sociaux. On découvre de belles choses. Et j'ai découvert notamment le Health Optimization Summit, le sommet de l'optimisation de la santé qui avait lieu à Londres. Et en fait, ça a beaucoup résonné avec moi quand j'ai vu ça. Donc c'est grâce à ça que j'ai découvert le biohacking. Et en fait, j'ai vraiment une révélation parce que j'ai eu l'impression que je pouvais avec ça reprendre le pouvoir sur ma santé. Parce que dans ma situation, j'étais pas assez malade pour que mon médecin s'occupe de moi, mais avec le biohacking, finalement, j'ai compris que moi, je pouvais avoir des actions concrètes pour directement optimiser ma santé, en fait. Donc Mhm. voilà, c'était vraiment une révélation à ce moment-là. Mhm. C'est super parce qu'on comprend de ton parcours que ton attitude en fait est la même, mais c'est la modalité qui a changé, non? Parce que c'est pas que tu as changé complètement ton approche, mais c'est vraiment peut-être oui, comment tu l'as mise en pratique en fait qui est différente. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, par exemple, pour les fêtes, je Mhm. fais la fête différemment, en fait, mais Oui, j'aime toujours faire la fête. ben voilà, oui. On peut faire les mêmes choses mais différemment justement, oui. Exactement, oui. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer le sommet de l'hypersanté? Quelle est l'intention que se cache derrière ce projet?
Bah, tu vois, je te l'ai dit, j'ai fait le sommet à Londres et j'ai fait aussi d'autres événements Mhm. à l'international sur la longévité, sur le biohacking. Et à chaque fois, c'était vraiment génial parce que tu rencontres des personnes extraordinaires, tu apprends plein de choses, tu découvres plein de technologies aussi, autant des technologies qui vont du gadget jusqu'à des technologies vraiment qui peuvent te changer la vie. Donc c'est vraiment une expérience incroyable et j'étais un peu frustrée parce qu'en France, il n'y avait pas ça. Donc, je suis allée avec mon partenaire de vie et maintenant mon partenaire de travail aussi, de business, qui est du Nate. Et donc, on a créé le sommet ensemble et on s'est dit tous les deux en rentrant, bon, bah, là, il faut vraiment qu'on le fasse en France parce que on a vraiment envie de retrouver en fait ce moment où tout le monde, voilà, où tu rencontres des gens en fait qui sont dans le même état d'esprit que toi. Donc c'est pour ça qu'on a créé le sommet de l'hypersanté, qui est aujourd'hui un rendez-vous annuel autour de la longévité et pour les biohackers en France. C'est 27 marques qui viennent justement présenter leurs produits, où on peut les tester sur place. On a aussi 30 conférences pendant le week-end et puis 12 workshops. Donc c'est vraiment un week-end qui est riche en expériences, en possibilités de choses à faire. Donc c'est prévu les 5 et 6 avril, donc c'est très bientôt là, c'est dans les semaines qui arrivent. Et voilà, l'objectif c'est vraiment en fait de réunir à la fois les experts du sujet, donc on a beaucoup de médecins et d'autres aussi experts de la longévité qui vont venir, mais aussi en fait rassembler les passionnés biohackers, vraiment se donner en fait un rendez-vous. Et moi, c'est aussi dans ma personnalité de aimer faire se rencontrer les gens, donc de créer des liens entre les personnes. Du Nate, mon partenaire, c'est aussi quelque chose qui l'anime. Et lui, en plus de ça, il a aussi ce côté à vouloir démocratiser la santé, la longévité pour le plus grand nombre. Donc c'est aussi l'objectif du sommet de l'hypersanté, c'est vraiment quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et moi aussi, moi j'ai envie en fait que tu vois comme j'ai eu la révélation que euh, on a le pouvoir sur notre santé, j'ai pu reprendre le pouvoir sur ma santé. J'ai envie aussi de dire aux autres, eh ben venez, on peut reprendre le pouvoir sur notre santé. Donc c'est vraiment ces deux objectifs-là qui nous animent tous les deux. Donc on se complète assez bien, tu vois, pour organiser l'événement. Super. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est encore une grandeur humaine du sommet. C'est pas un grand espace, mais ça donne justement l'opportunité à tout le monde de se rencontrer, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, tout à fait, parce que l'année dernière, on était sur 300 personnes. On a augmenté à 600 personnes cette année, mais on va encore avoir justement cette proximité avec les gens, cette Mhm. facilité à aller parler à quelqu'un. Donc ça, on est vraiment très content de pouvoir conserver ça. Et puis le lieu dans lequel on est, ça le favorise aussi parce que c'est un hôtel 4 étoiles, donc c'est assez chic, mais c'est aussi très cosy. C'est Mhm. vraiment agréable. Tu vois, l'année dernière, au sommet, je sais pas si tu te souviens, mais il y a des gens qui se baladaient pieds nus parce que justement, ils se sentaient suffisamment confortables Mhm. dans le lieu. Mhm. Donc pour nous, c'est un super indicateur pour se dire que les gens passent un bon moment en fait Mhm. par Mhm. rapport à ça. Donc ouais, c'est hyper important qu'il y ait une proximité entre les personnes en fait. C'est super. Et tu insistes souvent sur l'importance de s'entourer de personnes qui nous élèvent. En quoi notre entourage influence-t-il concrètement notre santé? Oui, il y a la fameuse phrase qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Mhm. Donc je pense que c'est vrai. Et quand tu regardes les études, elles le démontrent aussi. Il y a une étude qui a été réalisée en 2018 et qui a croisé l'état de santé des personnes perçues, donc à quel Mhm. point elles s'évaluaient en bonne santé, et à quel point elles étaient entourées de personnes, par exemple, qui soit buvaient de l'alcool, soit fumaient beaucoup de tabac. Mhm. Et il se trouve que les personnes qui sont entourées de beaucoup de personnes, soit qui boivent, soit qui fument, euh, se sentent en moins bonne santé que les autres. Mhm. Donc même si c'est en fait la santé perçue, je trouve que
c'est quand même un bon indicateur Ah, de l'impact de l'entourage directement sur toi. Donc ça, c'est vrai que c'était une étude hyper intéressante et je trouve qu'on peut même le voir autour de soi. Tu vois, moi j'ai par exemple mes parents. Ma mère, elle aime bien marcher quand même, prendre l'air, etc. En plus, mes parents ils sont un petit peu vieux, ils ont passé 70 ans et il se trouve que mon père, il a des difficultés pour marcher, il a un problème à la cheville et du coup, ma mère, bah, voilà, elle passe tout son temps avec mon père, donc elle marche pas beaucoup. Et nous, quand on vient lui rendre visite avec mes frères et sœurs, ben on initie, tu vois, beaucoup plus justement ce côté marche, parce que moi j'aime beaucoup marcher. Donc on la prend avec nous, elle marche beaucoup, et je suis sûre que tu vois indirectement. Euh, bah, notre présence, on va la pousser justement, tu vois, à sortir marcher, à faire de l'exercice physique. Et je pense que indirectement, eh ben, ça a un impact aussi positif sur sa santé, en fait. Et mhm, donc ça, c'est un exemple, mais ça peut être aussi même sur, un exemple sur je sais pas, la personne avec qui tu vis. Si toi tu dis allez, on va marcher un petit peu après avoir mangé, et que la personne en plus elle est d'accord, bah forcément on s'entraîne en fait mutuellement vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. mhm, Donc, je pense que c'est un impact en fait assez énorme. mhm. Et as-tu toi-même connu des sauts de vitalité grâce à un environnement humain stimulant? Est-ce que tu as des exemples? Des sauts de vitalité, oui, quand on est, bah alors typiquement, tu vois, dans les événements de biohacker, alors c'est très juste le temps d'un week-end, mais je trouve que là, justement, tu te sens nourri de beaucoup de choses très intéressantes, tu te sens hyper stimulé par les rencontres que tu fais, donc là, je trouve que tu as vraiment un gros élan de vitalité aussi à ce moment-là. Donc c'est assez ponctuel, mais ça c'est un exemple qu'on peut avoir. Après, je trouve que tu vois, faut bien choisir du coup son entourage aussi, et mine de rien, parfois de se poser la question, bah, finalement, est-ce que mon entourage, est-ce que les relations que j'entretiens, est-ce qu'elles sont bonnes pour ma santé? Tu vois, tout comme bah, tu vas te faire un dîner et tu vas dire, bon, bah, ce dîner-là, ok, est-ce qu'il est bon pour ma santé ou pas? Mais en fait, ton entourage, euh, eh ben, il va avoir un impact aussi sur toi. Donc, à quel point ton entourage, les personnes que tu fréquentes souvent, en fait, elles sont bonnes pour ta santé. Et tu vois, moi, j'avais posé la question justement à Dunate et il m'avait dit que oui. Donc, voilà, je suis soulagée. Mais je trouve que tu vois, c'est une question qui est assez intéressante. Euh, et puis même du coup, se poser la question de à quel point moi je peux être aussi bonne pour la santé de mon propre entourage, pour mes parents, mes amis, qu'est-ce que je peux leur apporter, tu vois, à ce niveau-là. Donc c'est aussi un état de conscience différent parce que tu poses aussi la question. Et en te posant la question, tu es conscient de ce problème-là et donc tu cherches à te motiver ou à changer quelque chose dans ton comportement, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vraiment pouvoir identifier. euh, c'est ce que va faire le biohacker, c'est regarder dans son environnement ce qui est bon pour lui et conscientiser ça justement. Donc je pense que oui, complètement, c'est des prises de conscience en fait de ça. Oui, oui, tout à fait. Et peux-tu partager une expérience où un changement relationnel a eu un impact positif sur ton équilibre physique ou mental? Oui, j'en ai peut-être deux qui viennent en tête. Mhm. Bah, je pense que le premier, ça concerne encore la personne avec qui tu vis, notre conjoint. Et c'est vrai que oui, à un moment, tu vois, j'ai décidé d'arrêter une relation parce que je pense que bah, déjà psychologiquement, émotionnellement, elle était plus bonne pour moi cette relation. Et en fait, même au niveau de ma santé, elle était plus bonne. Donc j'ai transitionné, on va dire, vers une relation qui était beaucoup plus nourrissante en fait, et, euh, et respectueuse d'un point de vue santé. Finalement. Donc, je pense que oui, d'avoir à un moment mis fin à une relation amoureuse, et puis aussi avoir redémarré, tu vois, une nouvelle relation amoureuse qui m'apporte vraiment d'un point de vue santé, oui, oui, c'est ça, c'est très important. Et puis après, je pense aussi, tu vois, quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis rendu compte que j'ai plus vu les mêmes amis que je voyais avant aussi souvent. Et au début, j'étais un petit peu triste, j'étais quand même un petit peu partagée. Et en fait, après,
je pense qu'il faut accepter. Parce que j'étais plus bien dans ce groupe, ça me correspondait plus en fait. Donc voilà, je pense qu'après il faut avoir le courage effectivement d'avancer et de parfois mettre fin justement à des relations qui ne sont plus nourrissantes. Mais ça demande du courage parce que on est quand même attaché en fait à ces personnes-là. Mais des fois, ce que je vois, et j'ai remarqué, tu sais que je fais de l'hypnose, et au début, quand j'étais justement dans ce voyage du biohacker, je pensais justement qu'il fallait de la motivation pour faire ces changements. Donc, comment on peut dire, c'était une décision rationnelle. En fait, je décide de plus fréquenter. Même chose avec, par exemple, la personne que tu partages ta vie. Mais je vois de plus en plus, en fait, je me suis rendu compte que l'inconscient a un rôle extraordinaire là-dedans, parce que justement, on a compris que plus du 95% de nos décisions est pris par l'inconscient. Et alors, je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui ont de la difficulté avec l'alimentation, ou bien ils ont changé de conjoint et ils retrouvent une autre personne très presque identique à l'autre. Et c'est comme s'ils rentraient dans un programme, dans leur programme. Et beaucoup de personnes pensent que c'est leur caractère parce ils ont été comment on peut dire, ils ont grandi comme ça et donc ils ne peuvent pas changer ce caractère. En fait, en faisant justement de l'hypnose avec les personnes, j'ai vu que en neutralisant des émotions cristallisées, donc dans l'enfance, souvent, donc en neutralisant ces émotions, notre programme change, mais pas au niveau rationnel, il change. Donc c'est aussi une question aussi de fréquence, le fait que c'est comme si on portait un sac avec plein d'émotions, des gros cailloux, et en faisant par exemple l'hypnose, donc on travaille sur l'inconscient, on va enlever ces gros cailloux, et en les enlevant, automatiquement, on prend des autres décisions, on voit la vie différemment, on voit le monde différemment. Et donc là, tu as parlé justement d'un concept très intéressant, c'était de changer le groupe d'amis ou changer, mais des fois, c'est pas possible. Toi, de psychologue, justement, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est super intéressant, oui, tout ce que tu dis sur le subconscient et je pense que tu as complètement raison. Ça part de là en fait. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que parce qu'il y a aussi quand c'est ta famille par exemple qui peut être toxique. Bah, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Il y a déjà ce point-là et puis je vais aller dessus après. Sur effectivement la conscience, je pense qu'il y a nos patterns, tu vois, nos schémas, nos croyances qui vont justement déterminer avec qui on croit, enfin qui est-ce qu'on croit mériter, qu'est-ce qu'on croit mériter. Voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est génial le travail que tu fais parce que quand on est bloqué dans des situations ou quand on répète des situations, il faut aller voir justement des professionnels comme toi pour travailler, tu vois, ces sujets-là. Et, mais il faut d'abord, le premier pas, mine de rien, c'est de pouvoir identifier le pattern. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu peut-être des personnes qui travaillent au niveau avec un suivi de psychologue et ils comprennent leurs problèmes au niveau d'adulte. Donc, j'ai compris, j'ai travaillé, j'ai pas une année, 2 ans, 3 ans avec un psychiatre ou un psychologue, leur pattern, donc comme adulte. Mais en fait, ils l'ont compris, ils pensent de l'avoir comme ça euh, guéri, disons, mais en fait, il est toujours là parce que eux, comme enfants, ils l'ont cristallisé dans l'enfance, en fait. Et donc, c'est comme si, OK, au niveau conscient, on a travaillé sur ça, on pense de l'avoir comme ça évacué, mais en fait, il est toujours là. Et, et c'est Oui, ça le challenge, à mon avis. C'est, OK, prendre la conscience pourquoi on a eu une certaine enfance, etc. Mais après, si on veut vraiment travailler sur le problème et le libérer, il faut trouver aussi des solutions différentes. Qu'est-ce que tu en penses? oui, 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 oui. Bah écoute, je suis complètement d'accord et je pense que tu peux pas soigner le mental avec le mental. Voilà. Je pense qu'à un moment, il faut passer justement par le subconscient et aussi par le corps. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes
de méditation. Personnellement, là, j'ai expérimenté la kinésiologie il y a pas très longtemps, Mhm. sans avoir beaucoup d'attentes. Et puis en plus, je suis assez sceptique quand même. Et écoute, voilà, bah, mon expérimentation, elle est quand même plutôt positive. Euh, et parce que justement, avec la kinésiologie, tu passes par le corps. C'est le corps qui dit oui ou qui dit non. Et c'est pas le mental, en fait. Tu le bypasses, tu vois, tu le squeezes un petit peu, en fait, ce mental. Et je pense que c'est effectivement important de sortir du mental. On peut pas régler des problèmes par l'intellect. Il faut mettre les mains dans le cambouis, en fait, avec le subconscient, en faisant, par exemple, des méditations, je pense. Puis avec le travail d'hypnose, je pense Mhm. que ça, c'est aussi très puissant. Mhm. Et quels sont selon toi les ingrédients d'un environnement social sain? Est-ce que tu as des tips pour ça? Oui. Je pense que ce qui est très important, c'est la sécurité émotionnelle. Mhm. Dedans, ça va être concrètement de pouvoir se sentir euh, écouté en fait sans être jugé. Euh, pour moi, c'est un red flag. Tu vois, il faut faire attention quand dans un groupe, tu te sens pas à l'aise pour prendre la parole ou tu as peur d'être jugé, tu as peur qu'on te dise quelque chose derrière. Si tu ressens ça, c'est que c'est pas terrible et que Mhm. potentiellement il faut trouver justement un groupe qui soit beaucoup plus soutenant. Donc qui va effectivement être positif, avoir des comportements positifs vis-à-vis de toi et qui va aussi, je trouve, respecter tes limites. Mhm. Euh, le respect des limites, c'est vraiment très important et même le respect tout court. Mhm. Parce que parfois, il y a des relations qui sont basées justement sur des manières de se parler qui ne sont pas respectueuses, qui sont même un petit peu agressives. Et je pense que c'est très important effectivement d'avoir des mots qui respectent la personne, même dans des situations où on est en tension. C'est très important parce que il y a des choses qui restent en fait, même si on fait des excuses parfois. Ben voilà, ça a été dit, donc je pense que d'avoir voilà aussi un peu de la douceur, mais bon ça c'est plus Mhm. d'un point de vue personnel où j'aime bien justement je trouve que la douceur, ça contribue à la sécurité émotionnelle, voilà, de se sentir vraiment à l'aise dans les relations. Et puis, je trouve que aussi pour avoir un environnement sain, ça peut être un environnement qui te challenge, tu vois. La douceur, c'est bien, mais il faut aussi un petit mixte qui te challenge avec justement du respect, qui te Mhm. tire vers le haut, qui te pousse en fait au meilleur. Mhm. Franchement, si tu as tous ces ingrédients-là, c'est jackpot. Là, tu fais Mhm. le meilleur plat de l'année, je pense. Et comment peut-on cultiver, même dans un environnement justement hyper connecté, se connecter plus à soi-même? Donc, parce que là, on a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent, donc on est beaucoup sollicité par justement le smartphone, mais à d'autres informations. Qu'est-ce que tu conseilles pour être plus près à nous-mêmes? Je pense que ça, faire de l'espace autour de soi, faire du vide en fait, Ok. mais du vide au sens très large, c'est-à-dire que je pense qu'il faut calmer le système nerveux et arrêter les stimulations sensorielles qui viennent tout le temps. Et dedans, il y a plein de choses. Ça va être les notifications sur ton téléphone. On se Mhm. rend pas compte, mais ça te met dedans. En fait, tu fuis un petit peu ton toit intérieur avec ça. Donc, je pense que faire de l'espace et diminuer toutes les sollicitations sensorielles, même du bruit, par exemple, qui est récurrent, ça peut venir faire une certaine pollution, en fait. Mhm. Donc, je pense que oui, faire le vide autour de soi, faire de la méditation aussi, euh, ou bien des activités, par exemple du yoga, qui te permettent aussi d'être un peu plus à l'intérieur de toi. Et puis, après, pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec justement les activités méditatives, ben, mine de rien, aller courir, ben, c'est un temps que tu passes avec toi-même. Donc tu es très actif physiquement et je pense que ça, c'est important Mhm. aussi. Et pas hésiter si on a du mal, je pense par exemple à des personnes qui ont tendance à beaucoup ruminer sur des choses négatives, euh, de faire un peu de sophrologie par exemple, ou de l'hypnose pour à un moment te connecter à des images positives.
pour te nourrir d'images positives plutôt que voilà d'être sur des ruminations qui sont un petit peu négatives en fait. Donc oui, moi je dirais vraiment là-dessus hein, sur le fait de faire de l'espace. Il y a des personnes aussi qui parlent beaucoup en ce moment de détox de dopamine. Tu vois, où elles coupent tous les réseaux sociaux. Mais ça, franchement, on peut même aller à l'extrême par rapport à ça. Ça peut être même la nourriture que tu manges, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas biohacker, par exemple, on peut manger, je sais pas, facilement pizza, McDo, etc. Même ça, c'est des surstimulations sensorielles, tu vois. Si Ouais. tu reviens à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, en fait, en goût, mais tu vas à terme retrouver, en fait, beaucoup plus de sens, tu vas percevoir beaucoup plus de choses. Et mine de rien, je trouve que du coup, tu te connectes à ta perception à Mm. toi-même en fait. Donc c'est comme ça que oui, tu as abouti finalement à une connexion à toi qui est beaucoup plus intense au final. Mhm. Oui, après, quand tu dis justement donner de l'espace, c'est aussi dans le monde du biohacking, il y a toujours la tendance d'ajouter déjà une to-do list énorme qu'on a à faire pendant la journée, en ajouter toujours plus. En fait, peut-être aussi un conseil maintenant qui m'est venu quand tu parlais, c'était justement avant d'ajouter quelque chose à la to-do list, enlever les choses, non? Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que oui, tu as raison, quand on est biohacker, on dit, ah là, il y a une nouvelle technique trop intéressante. Il y a une nouvelle technologie qu'il faut que j'achète, etc. Et tu te retrouves à accumuler énormément de choses aussi chez toi et de techniques. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de charge mentale, en fait. Mhm. Oui, Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, oui. Mm. oui. Et surtout, après, on a aussi la tendance à toujours mesurer. Et donc, ça, c'est encore une autre activité qui surcharge le mental, non? Pour voir si on est bien, s'il y a la glycémie qui monte ou descend. Et donc, plus justement on pense d'avoir le contrôle sur nous-mêmes, des fois, ce contrôle est exagéré. Et donc, ça donne aussi une réponse, un feedback négatif, parce qu'on est beaucoup plus stressé en mesurant qu'en simplement en s'écoutant, en fait. Non. Oui, oui, je pense qu'on peut vite avoir l'impression de ne pas faire les choses assez bien, de ne jamais faire assez. On a parlé d'hyper-contrôle, tu vois, juste avant de se connecter là. Et Oui. c'est vrai que oui, je pense que c'est un sujet beaucoup dans le monde du biohacking. Mais personnellement, je pense que j'échappe pas à la règle. Tu vois, j'ai créé le sommet de l'hyper-santé, donc je pense que la notion d'hyper-contrôle, tu vois, je pense que effectivement, je suis un petit peu dans l'hyper-contrôle, mais j'essaie de contrôler ça. Non, je rigole. Moi, j'ai compris que justement, plus en fait, on pense de contrôler et moins on contrôle, en fait, moins on est libre. Et donc, il y a cette chose qui est bizarre peut-être, mais au début, je pense que c'est intéressant comme entry point, pouvoir mesurer, comme ça on se comprend, on comprend mieux comment notre corps fonctionne. Mais après, dès qu'on comprend des patterns, tu as parlé de ça justement, et plus on doit être conscient de laisser aller, donc de peut-être contrôler toujours moins ou périodiquement, mais pas tous les jours. Ça, c'est un peu en fait une approche aussi d'équilibre, non, entre contrôle et connaissance, et après se fier, croire en nous-mêmes qu'on a toutes les capacités pour sortir de ces schémas d'hyper-contrôle qui nous portent peut-être à un stress trop élevé, et donc qui va en fait faire descendre les performances. C'est un peu comme les athlètes, quand ils ont trop envie de gagner, ils perdent. Tu vois. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et en plus, tu as raison. Je pense que les technologies qui mesurent, par exemple, tu as les bacs connectés, etc. Mine de rien, c'est pour justement t'aider à façonner un petit peu ton intuition, pour que Mhm. après tu puisses justement après être très ne plus en avoir besoin. Euh, Après, voilà, personnellement, je sais que par exemple, ma Oura Ring, quand j'ai pas bien dormi, je la regarde pas en fait le matin parce que je sais que ça va me rajouter une couche supplémentaire. Donc il y a des choses comme ça où voilà, il faut moduler effectivement, mais je pense que dans la communauté biohacking, c'est un vrai sujet et
et on n'en parle pas assez, donc voilà, je pense que plus tard ça va venir. Mais Mhm. bon, déjà tu inities un petit peu le sujet, donc c'est bien. Bien. Et peux-tu nous décrire ce qui, selon toi, fait d'un lieu de travail un espace qui soutient la santé? C'est oui, parce que c'est vrai que donc moi j'ai accompagné, enfin j'accompagne toujours beaucoup d'entreprises en fait à améliorer leurs conditions de travail. Donc Mhm. c'est ça en fait mon métier en tant que psychologue du travail, Mhm. consultante. Oui. Donc j'ai accompagné des entreprises de tout domaine, on va dire, tu vois, de l'hôpital public jusqu'à l'industrie automobile, voilà, ou jusqu'à des associations même. Donc c'est assez varié. C'est vrai que on a ce qui est important au travail, ce qui ressort vraiment pour que ça se passe bien d'un point de vue santé, c'est pour moi les relations que tu as au travail, Mhm. l'ambiance que tu as entre les collègues. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que face à des situations de stress, le soutien que tu vas trouver auprès de tes collègues va vraiment aider à pallier. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut en rajouter une couche supplémentaire de stress, hein, mais c'est vraiment un des facteurs de protection, entre guillemets, contre le stress. Et puis, après, c'est aussi à quel point mon travail me laisse de l'autonomie pour que moi, je puisse avoir le sentiment de m'accomplir au Mhm. travail. Euh, c'est à l'inverse, par exemple, quand on fait un travail à la chaîne, ça peut être un petit peu abîmé. Donc, Mhm. pour les personnes qui ont cette envie justement d'accomplissement, c'est important qu'elles, elles trouvent un travail qui leur laisse suffisamment d'autonomie Mhm. pour ça. Et puis après, tu vas avoir aussi tout ce qui est la reconnaissance. On fait tous le point à la fin de notre journée de travail entre combien j'ai donné et combien j'ai reçu en échange. Et si c'est déséquilibré, si on a l'impression de donner beaucoup plus que ce qu'on reçoit, on va avoir un sentiment un petit peu d'amertume qui va se créer, de manque de reconnaissance, sachant que la reconnaissance, c'est pas que de la reconnaissance financière. Euh, c'est aussi justement de pouvoir dire, bon, de valoriser, pouvoir dire merci, par exemple, ben, quand la personne a bien fait son travail. C'est aussi mettre en avant les personnes qui ont bien réussi. C'est aussi offrir, tu vois, des opportunités pour apprendre de nouvelles choses, se développer, faire une formation. Donc, mais tu vois, cette reconnaissance, justement, Mhm. voilà, le sentiment à la fin de ma journée, est-ce que finalement, j'ai reçu autant que ce que j'ai donné au moins. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit le plus en entreprise, qui est parfois justement, qui manque en fait, euh, Mhm. qui manque et qui est pas toujours palpable en plus parce que les gens vont souvent dire, non mais j'attends pas qu'on me dise merci. Mais en Oui. fait, intérieurement, si, c'est important, tu vois, ça vient toujours ajouter quelque chose. Et puis en plus, dire merci, c'est gratuit. Donc pour le coup, pour les entreprises, ça ne mange pas de pain généralement. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, quand on est manager, quand on est nouvellement formé, ou justement pas suffisamment formé au management, on vient d'arriver sur un poste, on n'a pas toujours les clés de ça, donc il faut aussi pouvoir outiller en fait les équipes par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment pour qu'on se sente bien au travail. Après, il y a d'autres choses qui vont agir directement sur la santé. Tu vois, on parlait d'entourage. C'est vrai que si mon entourage, mes collègues, bah, potentiellement, ils aiment bien aller courir sur le temps de midi et qu'ils vont me proposer de venir, bah, peut-être que du coup, forcément, ça va aussi avoir un impact positif Mhm. sur ma santé. Et puis, il y a aussi l'environnement physique. C'est-à-dire, est-ce que je travaille dans un bureau sans fenêtre, par exemple? Moi, ça m'est déjà arrivé à la Tour Montparnasse, tu vois, à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, en fait, donc t'as vraiment l'impression d'être dans un placard. Et donc voilà, est-ce que tu as de la lumière, en fait? Est-ce que tu as de la lumière naturelle qui vient sur ton bureau? Tu vois, en tant que biohacker, on sait à quel point la lumière, c'est hyper important, à la fois pour ton rythme circadien, mais aussi beaucoup pour ton humeur. Oui. Donc d'avoir un bureau voilà qui est bien éclairé et puis aussi au niveau du bruit où t'as pas constamment un bruit assourdissant. Donc c'est pour ça que les open space, suivant s'ils sont bien arrangés par rapport à ça, ça peut fonctionner. Ou à l'inverse justement créer un petit stress en continu
par rapport à ça. Et puis, donc voilà, il y a beaucoup l'environnement physique en fait qu'on a tendance à oublier. Et j'ai rencontré justement là une personne il y a pas longtemps qui s'appelle Lena Lockwood, et c'est son travail en fait. Tu vois, il y a des quand il y a en fait des entreprises qui vont construire des bureaux ou quoi, elle peut les accompagner pour justement s'assurer que la disposition, l'espace va être bien pour la santé des collaborateurs. Donc vraiment, je te la recommande pour un autre podcast aussi parce que elle a beaucoup de choses à partager, c'est très intéressant. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Mais tu vois, la qualité de l'air respiré, par exemple, dans les bureaux, on peut se dire voilà que c'est aussi peut-être un axe de progrès. Je sais pas, l'eau même que des bureaux, est-ce que c'est une eau filtrée? Voilà, ça c'est le côté un petit peu maniaque du hacker qui ressort, mais j'espère que vraiment qu'un jour, dans le monde du travail, on pourra aller vers des questions comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une base qui est très importante, c'est d'avoir quand même des bonnes relations au travail, d'avoir de la reconnaissance et de pouvoir s'accomplir aussi par rapport à son travail. Super. Où tu parlais, ça m'a venu Susan Cain, je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit un livre sur, parce que c'est une introvertie, et elle parlait justement des open space. Et elle disait, c'est pas pour tout le monde les open space, justement, parce que il y a des personnes qui travaillent mieux dans un bureau, pas à contact toute la journée avec beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment à part des généralités, justement, il y a aussi cas par cas la personne qui peut-être a besoin de son espace, de son lieu de travail individuel aussi, non? Oui, c'est vrai. Alors, il y a, c'est vrai qu'avec les open space, t'as pas ton propre lieu, donc tu peux plus avoir des petites photos, par exemple, personnelles, donc ça devient vraiment impersonnel pour le coup. Et je pense que mine de rien, ça peut participer au sentiment de sécurité émotionnelle qu'on peut avoir peut-être au travail. J'ai pas vu d'études sur le sujet, mais j'imagine, tu vois, en faisant des hypothèses, que si tu es entouré justement d'un espace que toi-même tu as pu choisir, bah, tu te sentiras un peu plus ancré, tu te sentiras plus à l'aise, plus en confort au travail aussi. Donc, mais après, c'est vraiment multifactoriel. Si tu es dans une équipe qui justement valorise plutôt les bonnes relations, le respect entre les personnes, ça ira toujours mieux, même si t'as pas du coup ton bureau personnel. Il y a des choses qui peuvent compenser. C'est vraiment une question en fait d'équilibre entre les contraintes que je vais avoir dans le travail et puis les ressources, tu vois, justement, par rapport à ça. Et c'est ça le stress, en fait. C'est est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour faire face aux contraintes? Oui, moi ce que j'ai remarqué aussi dans les populations nordiques comme la Finlande, le fait qu'ils ont un environnement très difficile, surtout l'hiver, ça se crée justement des communautés très fortes, donc un lien très fort de soutien. En fait, tu peux compter sur ton voisin ou sur justement des personnes autour de toi qui t'aident en cas où tu as des pépins ou tu as des problèmes. Donc, je pense que des fois, quand on habite dans des lieux où il y a vraiment la nature est très difficile, les personnes se mettent ensemble. Tandis que nous, justement, d'habitude dans les grandes villes, c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de soutien de l'extérieur, mais on est très individuel dans notre processus. Et ça change beaucoup aussi au niveau de stress. Oui, 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 c'est sûr. Au niveau des ressources que tu vas percevoir autour de toi, il y en aura peut-être un petit peu moins Mm. aussi. Oui, 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 c'est sûr. Oui, oui, ça doit jouer forcément, oui. Mm. Mhm. Et à l'inverse, quels sont les signaux d'un environnement professionnel délétère pour la santé? Bah, je pense que il y a plusieurs choses. Là, ce qui me vient spontanément, je reviens encore à cette sécurité émotionnelle, tu vois. Mais mine de rien, quand tu te sens écouté et considéré au travail et qu'on va pas forcément te juger aussi pour ce que tu vas dire, je pense que voilà, cette sécurité émotionnelle, elle est vraiment très très importante. Donc à la fois les relations elles peuvent être très positives, tu vois, mais c'est vrai que si pour le coup ça se passe pas bien, si par exemple il y a des situations de harcèlement, là il faut être très vigilant à ça parce que ça a vraiment des très mauvaises conséquences à la fois sur la santé mentale et physique. Les gens qui restent trop longtemps dans un environnement de travail qui les use,
à terme, ça baisse l'estime de soi, ça baisse aussi la confiance qu'on a en soi. Et du coup, malheureusement, c'est encore plus difficile pour partir. Parce que pour chercher un nouveau travail, il faut avoir un minimum de confiance en soi, tu vois. Donc, c'est vrai que voilà, cette sécurité émotionnelle, elle est très importante d'avoir justement des relations qui sont saines au travail. Et après, il y a un deuxième point qui est, dès que moi je fais des états des lieux du niveau de stress, tu vois, dans les entreprises, le premier facteur de stress en France, c'est la charge de travail. Aujourd'hui, on essaye de produire plus avec moins de personnes. Et donc souvent, on se retrouve avec des équipes qui sont sous-dimensionnées par rapport à la quantité de travail qu'elles doivent fournir. Donc tu vas avoir des personnes qui vont s'épuiser au travail, alors qu'en fait, c'est juste que leur poste n'est pas suffisamment bien dimensionné pour absorber toute la quantité de travail. Et ça, effectivement, ouais, c'est un des plus gros red flags d'une situation de travail. Il faut à un moment que la charge de travail, elle soit régulée. À l'inverse, c'est quand même moins le cas aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que si t'as pas suffisamment de travail, si tu t'ennuies, ça peut à un moment t'user aussi. Donc il faut un bon équilibre, il faut quelque chose en fait qui te challenge, euh, pour lesquels tu as les moyens de travailler, euh, et pas à l'inverse du coup quelque chose où tu as on va dire des attentes de production qui soient ici alors que tu as ça comme moyen pour réaliser ça, tu vois. Donc faut qu'il y ait un bon équilibre dans tout ça. Et comment les entreprises peuvent-elles devenir des actrices de santé publique? Est-ce que... Bah, je pense qu'elles ont, tu vois, là, on a déjà vu effectivement un certain niveau d'impact direct sur la santé des personnes, euh, en agissant directement sur le stress au travail. Aujourd'hui, le stress au travail, l'épuisement professionnel, on sait que c'est aussi très lié à des problèmes de cœur, des problèmes de santé par la suite. Donc, je pense que d'agir déjà là-dessus, c'est très important. Et puis après, elles ont aussi la possibilité de proposer des sensibilisations, des formations, par exemple, à leurs salariés sur attention au tabac, attention voilà, aux addictions. Mais je pense aussi, et moi c'est ce que je commence à proposer justement aux entreprises, d'aller plus loin sur l'hygiène de vie, par exemple. D'aller plus loin qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, de sensibiliser, en fait, trouver voilà que les entreprises arrivent à trouver des personnes qui peuvent justement sensibiliser leurs salariés à une meilleure hygiène de vie, à dormir mieux, à manger mieux, à bouger plus. Le risque de sédentarité aujourd'hui pour les travails de bureau, c'est l'un des risques les plus élevés, avec des gros impacts négatifs sur la santé. Donc je pense que voilà, elles peuvent leur proposer, les entreprises, justement des sensibilisations, des choses comme ça, pour vraiment avoir un impact sur leur santé. Et puis après, voilà, il y a le fait de proposer des environnements justement qui soient lumineux, qui soient pas trop bruyants, avec une bonne ergonomie aussi. Ça va avoir un impact directement, c'est sûr. Et des fois, on pense que travailler plus d'heures, ça porte plus de performance. En fait, c'est pas comme ça, non? D'habitude, oui, le chef pense, ah, elle va arriver tôt le matin, elle va s'en aller le soir très tard, elle est très productive. En fait, peut-être si on trouve justement des stratégies pour les relaxer ou les stimuler aussi à l'extérieur. Peut-être ça suffit de sortir un quart d'heure, une demi-heure et la personne va être aussi plus productive. Oui. Il y a aussi il y a des recherches, il y a des papers sur ça. Ou est-ce que tu as... En France, on est vraiment les champions du monde du présentéisme. Présentéisme, c'est le mot. Voilà, c'est effectivement de rester au travail le plus longtemps possible, même quand parfois il y a plus grand-chose à faire, Voilà. pour montrer voilà qu'on est présent. Et en termes de recherche scientifique sur le sujet, on sait que notre capacité de concentration et de productivité sur la journée, elle va en diminuant. Et c'est pas en buvant beaucoup de café qu'on va tenir sur le long terme non plus. Donc il faut aller stimuler d'autres zones du cerveau, par exemple dans la journée, aller marcher. Ça va activer d'autres zones du cerveau que d'être concentré sur un tableau Excel, par exemple. Donc il faut mettre des choses en place justement pour favoriser la concentration. On sait qu'il faut faire des pauses aussi.
Euh, Pause cigarette, d'habitude, c'est. voilà. Et quand on dit je vais prendre l'air pour fumer une cigarette, voilà. Mais ça aussi, c'est paradoxal parce que c'est vrai que pour les personnes qui ne fument pas, ben, elles ont plus tendance à travailler d'une traite que les personnes qui font leur pause cigarette ou leur pause café. Donc, effectivement, je pense que de vraiment pousser à faire plus de pauses régulièrement, c'est important. Il y a de plus en plus la mode des salles de repos ou des salles de sieste. Mais là encore, tu vois, ce qui est important quand même pour que ça soit vraiment efficace, il faut que l'organisation du travail, eh ben, elle le permette. Parce que si le salarié, il a une charge de travail immense, elles resteront vides, en fait, les salles de sieste. Oui. Et des fois, Donc, bouger, on a vu que bouger, ça va améliorer le cerveau plutôt que de rester à faire la sieste. Oui, non? alors, il y a le fait de bouger, effectivement, qui va aérer, on va dire, certaines parties du cerveau. Mais je pense que la sieste aussi, ça a beaucoup d'effets positifs. Il y a des études qui montrent que les personnes qui font au moins une sieste par semaine ont moins de chances de développer Alzheimer, par exemple. Des problèmes liés à la dégénérescence du cerveau. Donc, c'est vraiment recommandé de faire des siestes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très positif, mine de rien, avec le télétravail, on peut se sentir un peu plus à l'aise de faire une sieste sur le temps de midi. Je précise, on dit pas aux employeurs, voilà, et aux salariés de faire, de dormir sur le temps de travail. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le télétravail peut favoriser justement c'est le fait de faire des siestes. Et mine de rien, tu vois, le fait aussi d'avoir, là c'est l'aspect plus biohacking, mais dans les salles de repos, je pense que des technologies comme le neurosonique, je sais pas si tu l'as testé, mais tu vois, c'est un matelas particulier avec des vibrations. Ça favorise vraiment la récupération en l'espace de 15-20 minutes. Et donc ça, c'est des technologies que je trouve assez intéressantes. Mais tu vois, encore une fois, il faut que l'organisation du travail, elle te permette de pouvoir utiliser ça, de pouvoir prendre ce temps de pause, en fait. Oui. Et pour qui porte justement les anneaux comme Aura Ring, tu le vois justement, si tu fais une pause, t'as pas bien dormi ou t'as pas assez de temps de repos, si tu fais la pause, tu vois tout de suite comment on peut dire, les paramètres qui montent, donc ça fait du bien justement. Et là, Oui, c'est une des caractéristiques où le fait de mesurer te permet de comprendre justement ces mécanismes. Donc, non, si tu veux, oui, c'est ça. tu Et en plus, tu gagnes des points avec le Oura Ring, donc c'est c'est presque des points de vie. oui, c'est intéressant. Donc, on a parlé de biohacking. Le mot, justement, biohacking peut parfois faire peur ou intriguer. Quelle est ta propre définition? Hum, Pour moi, le biohacking, de manière vraiment simple, c'est vraiment optimiser sa santé grâce à des mesures de la santé, grâce aussi à la nature et grâce à des technologies qui peuvent justement aussi mimiquer, en fait, mimer, je veux dire, la nature. Tu vois, par exemple, des lunettes anti-lumière bleue, c'est pour mimer la fin de journée, la nuit, avec les lumières artificielles qu'on peut avoir autour de soi. Mais vraiment, c'est optimisation de la santé, la dimension d'optimiser, avec des mesures pour prise de conscience, pour objectiver, et toujours avec la nature aussi autour. Mhm. Et comment perçois-tu la différence de réception du biohacking en France par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu vois une grande différence? Un petit peu quand même, oui, parce que je trouve que en France, on est un peu difficile. Mhm. On est, on est difficile, on est pointilleux, on veut que ça soit triplement scientifiquement validé, et je Mhm. pense que il y a vraiment du bon dans ça. Parce Mhm. que mine de rien, par exemple en France, on est l'un des pays qui a la meilleure qualité de bio au monde. Parce que on a des attentions, une certaine rigueur, des lois par rapport à ça. Donc je pense que ce côté un petit peu difficile, il apporte beaucoup. Après, c'est vrai que ça peut fermer aussi la porte à certaines choses intéressantes. Mais du coup, je trouve qu'en France, le biohacking, il est perçu quand même un petit peu plus négativement qu'à l'étranger. Parce que je trouve que derrière, les personnes, elles y mettent
le mot hacker, il est vraiment perçu négativement, tu vois, piratage, truanderie, voilà, des choses comme ça. Donc, je trouve que le mot biohacking, en fait, je trouve qu'il prend pas trop, même en France. Mhm. Et c'est vrai que avec le sommet de l'hypersanté, nous, on a choisi vraiment le mot hypersanté parce que on voulait avoir donc cette notion d'optimisation de la santé et puis de longévité aussi. Mais on voulait pas uniquement se limiter au biohacking parce qu'effectivement en France, je trouve que ça prend pas trop. Il y a beaucoup d'a priori et de préjugés Mhm. là-dessus en fait, je trouve. Mhm. Même si justement aussi dernièrement on a vu des changements au nord, par exemple, ils ont aussi changé leur nom par rapport au biohacking, ils se sont détachés. Maintenant c'est plus Hollow Life, donc c'est Ah oui, plus global. À mon avis, il y a aussi par rapport à des dérives qui sont en train de naître aussi dans les États-Unis où c'est très poussé, où il y a beaucoup de presque transhumanisme, non, ou de pas vouloir mourir. Donc il y a tous ces aspects-là qui ont été comme ça rapprochés au terme de biohacking. Et donc, j'ai l'impression aussi que petit à petit, aussi, le mouvement est en train de prendre plusieurs différentes directions. Euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de ça? Oui, oui, c'est vrai. J'ai l'impression que, oui, je pense à Brian Johnson, hein, là, le mouvement justement de ne pas vouloir mourir. Et c'est vrai que pour moi, finalement, Brian Johnson, c'est quand même un peu le top biohacker malgré ça. Mhm. Euh, mais c'est vrai que dans le biohacking, normalement, il n'y a pas cette notion de transhumanisme. Mais c'est vrai que Brian Johnson, avec ses pratiques, il est quand même très à la limite, voire il commence à être dedans. Euh, donc moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien le mouvement de Brian Johnson enfin, je prends vraiment ce qu'il y a de positif, Mhm. c'est-à-dire que dans l'aspect mesure, et puis mine de rien, j'aime bien son côté aussi à vouloir un peu évangéliser, même si parfois il y a quelque chose qui vire un petit peu au culte, Mhm. mais il s'en cache pas d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, donc il y a ça où je serais un petit peu prudente sur le côté culte. Mais par contre, je trouve que tu vois, c'est intéressant. Il vient sur les réseaux aller alpaguer des politiques et leur dire que bah, sur la photo là qu'ils ont prise, ils ont une canette de coca potentiellement à la main et leur dire à quel point c'est mauvais de boire ça maintenant. Mhm. Tu vois, il y a à quel point bah, peut-être si les politiques mettaient un peu plus de santé dans leur quotidien, ils pourraient aussi rendre le monde en fait en meilleure santé. Donc j'aime bien son côté à lui où il va venir justement chercher le grand public pour le coup autour Mhm. des questions de santé. Il y a un côté extrême hein, que tout le monde n'a pas envie d'avoir. Pour l'instant, moi, ça me choque pas. En fait, je suis dans ma philosophie où je dis, bah voilà, on prend ce qu'il y a à prendre d'intéressant pour soi, et puis le reste, voilà, on fait. En fait, chacun fait son tri. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Effectivement, faut pas aller dicter aux autres ce qu'ils doivent faire non plus. On est libre et c'est vraiment le plus important. Et puis après, c'est vrai que oui, au nord et le Biohacker Summit, ils ont changé le nom. Là, c'est HoloLife et j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu plus vers des choses vers la conscience, des choses comme ça. Mais ils le faisaient déjà avant, pour le coup, le côté conscience, le côté médecine douce presque sur certains aspects. Donc oui, je trouve ça intéressant et je pense que du coup on peut piocher un petit peu ce qu'on veut, tu vois, dans tout ça. Mhm. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas une vraie définition de biohacker. Donc, en fait, chacun a la possibilité d'explorer, d'expérimenter, d'échanger, de se confronter avec l'autre et de prendre justement aussi les informations avec aussi un peu de recul. Parce qu'à mon avis, c'est intéressant justement avoir des influencers, donc des personnes qui portent des réflexions, mais c'est important aussi de notre part comprendre d'où cette personne arrive et pourquoi elle dit ça. Par exemple, Brian Johnson, il a dit aussi au début, quand il a commencé, qu'il était dépressif. Il a aussi tenté le suicide, je crois, 2 fois. Donc c'est une personne qui arrive d'un passé, d'un certain, comment on peut dire, background. Et donc aussi sa démarche
est très conséquente par rapport à qui il est. Et donc, il y a par exemple Ben Greenfield qui est un ex-sportif. Donc, il y a c'est toujours intéressant, à mon avis, pour prendre le bon de tout le monde ou quelques inspirations. C'est justement essayer de comprendre qui est-ce qui te donne cette information et pourquoi elle a pris cette démarche. Donc là, on comprend et on peut se demander, voilà, moi, qui je suis, quel âge j'ai, quel est mon parcours, et par rapport à ça, essayer aussi d'expérimenter, mais toujours avec conscience. Donc, en comprenant que justement, on n'est pas l'autre et que l'autre va sûrement faire des choses qui ne sont pas appropriées pour moi. Et moi, j'ai toute la liberté de essayer à comprendre et à expérimenter. À mon avis, c'est ça le beau du biohacking. C'est pas de comme ça répéter la même chose que font les autres parce que c'est juste, mais ça peut t'inspirer. Ça veut dire ça peut te donner des idées et peut-être y réfléchir ou les expérimenter ou en parler justement avec ton groupe de personnes que tu connais. Donc, Oui. Ouais, ouais. Finalement, je trouve que on parlait de prise de conscience et tu vois, je trouve qu'il faut avoir justement conscience de tout ça. Aujourd'hui, pour moi, le risque, ça serait justement ne pas savoir, de ne pas savoir d'où on part, ce qu'on veut vraiment, et de se lancer un peu tête baissée en essayant de copier des stratégies d'influenceurs biohackers qui font des choses. Euh, mais ces influenceurs, ça s'inscrit dans quelque chose, voilà. j'espère en tout cas. Mais en tout cas, pour soi-même, il faut, ouais, il faut avoir une trajectoire. Il faut savoir en fait où on a envie d'aller. Tu vois, je trouve aussi d'un point de vue santé. Et mine de rien, je trouve que c'est très important de se faire accompagner par des professionnels de la santé. Et ça, c'est une des difficultés quand tu t'intéresses à la longévité, au biohacking, parce que c'est difficile de trouver des professionnels de la santé qui veulent bien t'accompagner, qui sont aussi abordables d'un point de vue prix, qui sont capables parce que toi, tu vas les challenger. Les biohackers, ils challengent, mine de rien, les professionnels de la santé. Donc, je trouve que voilà, c'est difficile, mais il faut pas passer cette étape-là. C'est vraiment très important parce que euh, quand tu es biohacker, tu peux prendre beaucoup de compléments alimentaires, mais si tu prends tous les mêmes que Brian Johnson, potentiellement pour ta santé, ça peut être grave. Donc, il faut savoir d'abord, toi, quand tu fais ton bilan, pour savoir l'analyser. Et c'est pas juste dire, je suis pas dans les valeurs ou je suis dans les valeurs. C'est réussir à analyser d'un point de vue complexe, tu vois, les interactions entre les différentes choses et savoir finalement ce qui se joue d'un point de vue biologique. Mais ça, il faut un expert en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est vraiment important, oui. Et souvent, justement, ce que je vois justement entre nous, biohackers, c'est le manque justement de la compréhension de notre physiologie. Donc, il y a beaucoup d'aspects vraiment pointus que seulement un docteur qui a cette mindset de biohacker, donc il doit être docteur et aussi curieux, peut t'accompagner dans cette démarche. Donc, si parce que nous, on peut être curieux, on peut tester, on peut voir des recherches, mais si on n'a pas une base de physiologie justement assez, comment on peut dire, avancée, on va sûrement pas faire les bons choix. Donc, c'est important d'avoir un guide, voilà, euh, qui a le C'est temps justement, parce que souvent, peut-être on ne trouve pas des médecins qui prennent aussi le temps. Donc, mais ça va changer, à mon avis, aussi. C'est en train de changer. Il y a oui, de plus en plus de docteurs qui sont ouverts et qui se prennent le temps pour comprendre ta situation. Donc, il faut mm. juste les trouver. Oui, c'est ça. Et puis en plus, là, avec Internet, enfin, je veux dire, c'est quand même, ça peut faciliter les choses. Tu peux avoir un médecin qui est à l'autre bout du monde. Si tu Oui, sais que justement, il est calé, qu'il est vraiment expert, oui. voilà, t'es pas obligé d'aller uniquement autour de chez toi. Voilà. Donc ça facilite les choses. Mais après, je Et, sais pas s'il y a des médecins biohackers au Japon qui parlent anglais, tu vois, pour enrichir un petit peu le panel. c'est vrai. Et quels sont les plus grands malentendus ou clichés autour du biohacking, à ton avis? Je pense qu'il y a la notion de transhumanisme. Mhm. Parce que mine de rien, Brian Johnson, il est un peu avec ses pratiques à la limite. Tu vois, c'est un des premiers hommes
génétiquement modifié, Mhm. augmenté, donc on peut dire que c'est un homme augmenté. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est puces sous la peau. Euh, et pour moi, c'est pas vraiment du biohacking de mettre des puces sous la peau pour pouvoir payer plus rapidement avec enfin ton pain, tu vois, à la boulangerie. Juste en mettant ton poignet, tu vois, sur le truc de carte bleue. Enfin, c'est des choses comme ça où voilà, pour moi, c'est vraiment pas du biohacking. Mhm. Et après, il y a aussi ce cliché que le biohacking, c'est quelque chose pour les riches, pour les gens qui ont les moyens. Et mine de rien, 80% du travail pour être en bonne santé, 80% des biohackers, ce qu'ils font, c'est gratuit. Mhm. Ça mange pas de pain, c'est travailler voilà sur son sommeil, c'est faire des choix en fait, faire des choix alimentaires, des choix aussi de sport, des choses voilà qui coûtent pas d'argent en fait. Et je dirais que la partie qui est un petit peu gadget, par exemple, tu vois, oui, elle existe. Moi, j'adore les trucs un petit peu gadgets, tu vois. Mais je sais que c'est uniquement, en vrai, c'est même 20%, enfin 10%, plus que 20%, tu vois, d'être en bonne santé. Et puis, je commence à me demander si c'est vraiment nécessaire toujours, tu vois. Oui. Après, voilà, je pense que vraiment, même quand on a un petit budget, on peut complètement Oui. faire des pratiques dites biohacking ou même tout simplement voilà, des pratiques santé en fait. Mhm. Je pense que la santé, voilà, à 80-90%, c'est gratuit. Mais je pense qu'après, quand même, et c'est là où il faut démocratiser, il y a quand même des choses qui t'apportent beaucoup d'informations. Je pense par exemple à des bilans sanguins qui sont assez poussés, de pouvoir te faire accompagner par un médecin fonctionnel. Je trouve que c'est des choses qui peuvent te changer la vie. C'est pas non plus la panacée parce que je trouve aussi qu'on est toujours sur le chemin en fait. Oui. On est toujours en recherche Oui. et c'est une espèce de quête de meilleure santé. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Enfin, si je pense que ça s'arrête quand on décide que c'est bon, on est satisfait. Mais voilà. Donc ça, je pense que effectivement, ça demande quand même de l'argent en fait. Ça demande des moyens pour certaines choses, mais pas pour 80-90% des pratiques quand même. Oui, je suis Je sais d'accord. pas ce que tu en penses toi de ça Oui. parce que tu Euh, connais bien le. Non, moi, je pense aussi que la technologie, ça peut être justement un entry point ou bien pour des personnes qui habitent en ville, ça peut aider. Mais après, en fait, c'est vrai que ce chemin du biohacker ne finit jamais. C'est un peu le chemin de l'héros, non? Qui va en voyage et qui apprend les choses. Et à mon avis, c'est seulement le degré qui change. Peut-être au début, tu te concentres sur le corps, donc sur toutes les choses justement sur le style de vie, donc l'alimentation, le sport, les données. Après, il y a le sommeil et l'autorégulation du stress. Et après, dès que tu commences à bien comprendre ça, tu passes à un niveau, tu dis, ah, ça, j'ai vu que quand le corps va mieux, aussi la tête marche mieux. Et après, dès que tu fais justement, tu comprends aussi ça, après tu passes à un autre niveau que, à mon avis, c'est le niveau justement de l'esprit ou de l'âme. C'est plus au niveau fréquentiel. Donc, quelqu'un peut dire spirituel, d'autres c'est plus de la physique quantique, des autres, tu vois. Et à mon avis, et j'ai vu, je connais justement des gens qui ont plus de 80 ans, qui savent pas d'être biohackers, mais c'est des biohackers pour moi. Et la chose curieuse, c'est que tous ces gens-là, dépassés les 80 ans, te disent, ah, mais moi, je travaille plus sur le corps et sur la tête, mais je travaille que sur le voyage de mon âme, tu vois. Et là, moi, j'ai passé quelques jours aussi avec eux. Et tu vois, c'est pas qu'ils travaillent plus sur le corps, mais pour eux, c'est devenu automatique. Donc, c'est automatique manger d'une certaine façon, c'est automatique faire du sport. Ils vont encore en vélo, ils vont faire la peau de phoque, ils sont toujours actifs. Mais pour eux, c'est plus travailler sur le corps, mais le fait qu'ils continuent à apprendre de nouvelles choses qui leur apporte quelque chose au niveau énergétique, tu vois ce que je veux dire. Donc, à mon avis, c'est vraiment une transition et ça a jamais de fin.
mais il y a toujours cet aspect vitalité qui est important. Donc, et l'aspect justement de Brian Johnson, je suis d'accord avec toi que c'est intéressant ce qu'il fait, mais la seule chose qu'à mon avis il va comprendre probablement, c'est le not dying, parce qu'en fait nous on meurt tous les jours. C'est chaque jour on vit et on meurt, tu vois. Et donc la mort, à mon avis, si on la repousse, ça devient pas intéressant. En fait, si tu comprends, si tu l'appréhendes, la mort devient quelque chose d'important pour vivre encore mieux le présent, tu vois. Et donc, Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est intéressant parce que mm, moi aujourd'hui je le comprends, tu vois, dans son approche ne mhm. pas mourir. Même si je trouve que j'aurais préféré peut-être dire, tu sais, la musique, enfin, ou juste bah, rester en vie, tu vois, c'est pas Ouais, la même chose. voilà, oui. Mais par contre, je le comprends dans le sens où je sais que demain j'ai pas envie de mourir. Et je pense que demain j'aurais pas envie de mourir demain non plus. Donc, tu vois, c'est ce truc en fait infini qui aujourd'hui, moi, je me sens, je me sens concernée par son approche, tu vois, ne pas mourir, ou plutôt rester en vie, du coup, Mais ou tu vois, être en vie et à profiter, tu mon vois. avis, ça a à voir aussi avec l'âge, parce que toi, tu es aussi, bon, moi j'ai 51 ans, toi peut-être tu en as 30, ou Oui, j'en ai 30 et voilà. 31. Ouais. Et donc, peut-être ça a aussi du sens, cet aspect-là, tu vois, le fait que quand on est très, très jeune, on travaille sur des autres choses et peut-être certains mots, certains discours ne t'arrivent pas encore parce que tu es à un autre niveau de. C'est comme si cette priorité n'est pas une priorité pour toi, tu vois, c'est pas c'est Ouais. quelque chose que tu repousses très loin. Et à mon avis, dès que avec l'âge, en fait, même si, voilà, c'est aussi la chose des tests que moi, je suis devenue beaucoup plus philosophe aussi sur les tests génétiques ou l'âge biologique, même si sur mon honoraring, on dit, comment on dit, l'âge cardiovasculaire, moi j'ai -12. Moi je dis, ok, j'ai -12 au niveau biologique, mais comment on peut dire, c'est comme, c'est, tu les sens quand même. L'âge t'a pris comment on peut dire, tu te sens bien, tu te sens vif. C'est vrai, j'ai moins peut-être l'âge biologique et moins par rapport à mon âge, mais j'ai quand même une vision du monde qui est différente par rapport à la tienne, tu vois ce que je veux dire. Oui, Parce que oui. l'âge est quand même là. Et mais dans le sens positif, parce que Oui, du coup, oui, dans le c'est un sens positif, enrichissement en fait. mais peut-être qu'il y a des thèmes comme celui-là de la mort que je le comprends différemment par rapport à ce que tu le comprends ou tu le perçois, tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 je pense qu'effectivement, à chaque période de vie, on a des choses à vivre Oui, particulières. Et puis après, c'est aussi par rapport au parcours dont tu oui, parlais. oui, Et c'est vrai que quand je regarde, moi, mon côté, au niveau de mon enfance, mes parents m'ont eu très tard. Je crois que ma mère avait 42 ans ok, quand elle m'a eu. oui, Et donc, j'ai vu mes parents vieux, mais j'ai aussi vu, en fait, mes grands-parents très vieux. ok. Et du coup, je les ai vus mourir, tu vois, quand moi j'étais jeune et mine de rien, mourir en plus, donc, tu vois, de cancer. J'ai aussi perdu ma tante et mon oncle quand j'étais adolescente. Et du coup, c'est un peu plus tôt, on va dire, que mes autres amis qui, eux, avaient des parents un peu moins âgés et du coup un environnement aussi un peu plus jeune. Mhm. Donc moi, ça m'a marqué particulièrement, tu vois, de voir qu'autour de moi, il y avait des gens de ma famille qui mouraient de cancer et du coup, en fait, quand là, je me suis aperçue que bah, potentiellement, on peut éviter Mhm. ces cancers-là. Euh, et ben pour moi, c'était justement la révélation du biohacking parce que dans mon enfance, j'ai été marquée par ça. Mhm. Et de voir justement qu'il y a des personnes bah, qui mouraient à l'hôpital, parfois seules, parfois dans des conditions pas terribles. Et je pense que voilà, ça m'a marquée et c'est ça qui m'a poussé donc déjà à profiter beaucoup de la vie, mais aussi justement à peut-être pas ne pas mourir, mais en tout cas, le rapport à la mort est différent, ouais, tu vois, Mhm. par rapport à ça. Mhm. Oui, Je sais pas si oui. c'est assez clair, mais Non, mais tout à fait. Mais moi aussi, justement, quand j'avais 18 ans, justement, j'ai vu mourir des personnes assez jeunes et ça m'a aussi
à mon avis, marqué. Et c'est aussi pour ça que ce mouvement du biohacking est intéressant parce que tu essayes de trouver des stratégies pour pas finir comme ça. Non, mais il y a quand même, on peut vivre bien longtemps, mais à un certain point de la vie, et je comprends ces biohackers de 80 ans qui sont en train de, comment on peut dire, se préparer, même s'ils vont à la montagne, même s'ils sont actifs, etc. Ils réfléchissent à ça et ils sont comme ça, ils essayent de faire une transition, je ne sais pas comment dire, et donc être aussi positif sur ce plan-là, pas seulement physique, mental, ils sont bien, mais aussi être comme ça, oui. Il prépare un aspect plus spirituel Voilà. aussi Oui, j'ai de... l'impression. Et c'est Ouais. un travail constant sur tous les axes, si tu veux. C'est pas qu'ils disent ah alors là je fais plus rien, je mange mal, etc. C'est quelque chose d'acquis, mais tu vas sur un autre niveau. Et je trouve ça aussi intéressant parce que tu peux développer des autres axes, donc des autres stratégie pour aussi au niveau spirituel performer de façon différente. Je ne sais pas si performer c'est un bon terme au niveau spirituel, mais voilà, je voulais passer ce concept. Après, Oui, je trouve ça est vraiment très intéressant et oui, je pense que du coup chaque période va vraiment, enfin ça dépend des périodes de vie en fait. Et c'est vrai que peut-être que quand on a 30 ans ou 20 ans, on est même 40, je sais pas. Enfin certaines des périodes de vie, tu vois. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je me sens beaucoup plus à vouloir construire des choses, oui, euh, d'être dans le côté action, tu vois. Et je sais par contre qu'un jour, le côté spirituel je vais aller le chercher un peu plus que ce que je ne fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, je sais que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de construire des choses, donc je sais que c'est oui pas, c'est une période pour ça. oui, Et puis après voilà, il y aura d'autres périodes oui. qui vont venir quoi. C'est vrai que justement, un des aspects pour pas vieillir, même pour personnes âgées, c'est toujours d'avoir des projets. En fait, la personne qui a 70 ans ou 80 ans, si la personne a toujours des projets, un objectif de vie, tu repousses ce vieillissement, en fait, parce que dans ta tête, en fait, tu es toujours curieux. Et donc, ça aussi, c'est un aspect, je pense, important pour vieillir mieux, en fait. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que parfois on observe qu'il y a des personnes, elles partent en retraite. Oui, Quelques mois après, elles ont une maladie qui oui, arrive. oui, Donc, et je crois que même il y a un lien avec l'espérance de vie en bonne santé. Je crois que ça rejoint presque l'âge de la retraite à quelques années près. oui, Donc oui, je pense que c'est aussi important. Et tu vois, mine de rien, là, ben, quand on parle du biohacking, de la santé, on est toujours dans cette idée justement de progresser, d'optimiser, de performer, tu vois, entre guillemets, hein, même si c'était ouais, pas forcément le bon mot, mais en tout cas, voilà, d'évoluer. Et c'est vrai que ça, je pense que un petit peu comme dans le développement personnel, ça peut être une dérive si on a l'impression de ne jamais être assez, de ne jamais faire assez, oui, et qu'on est toujours vers une quête de soi, en fait, de s'améliorer parce qu'on se voit toujours imparfait. Et en fait, ça vient nourrir quelque chose qui n'est pas forcément très positif oui, au niveau de l'estime de soi, alors que si on choisit plutôt de faire ce voyage pour, on va dire, honorer qui on est, dans le sens justement de réaliser son plein potentiel, vraiment bah, profiter de toutes les opportunités qu'on a pour créer des choses qui permettent de nous accomplir, tu vois, des choses comme ça. C'est pas dans la même philosophie, dans le même objectif non plus. Et je pense que quand on est biohacker, qu'on cherche à optimiser sa santé, on peut être un peu soit dans l'un, soit dans l'autre. oui, Il y en a un qui est un petit peu plus épanouissant quand même que oui, l'autre. c'est vrai, c'est vrai. Et si tu pouvais donner un conseil simple et puissant à quelqu'un qui souhaite reprendre sa santé en main dès aujourd'hui, quel serait-il? Moi, je pense que ça serait de ne pas accepter d'être d'être moyen.
Mm. Et tu vois, donc, et même en tant que consultante psychologue du travail, j'ai envie de dire, tu vois, aux personnes qui ne sont pas dans leur métier, mais qui y restent, bah, faut pas se satisfaire en fait d'une situation qui est moyenne. Mm. Bah, la vie, elle reste toujours trop courte, hein. Même 100 ans ou 120 ans, tu vois, ça peut passer quand même très vite. Oui. Donc, dans tous les cas, il faut, je trouve, aller vers un côté justement, bah voilà, de vraiment vivre son plein potentiel, d'explorer tout ce qu'on a envie d'explorer et pas se limiter à quelque chose de moyen. Mm. Autant donc pour sa santé, mais aussi donc dans son travail, tu vois. Mm. Il y a trop de gens qui ont abandonné en fait. Oui. Et tu penses qu'il faut avoir du courage ou qu'est-ce qu'il faut avoir pour développer cet état d'esprit? Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au subconscient, parce que je trouve que c'est pas qu'une histoire de courage. Ok. Euh, le courage, c'est quoi? C'est trouver les ressources de changer, mais du coup, pour trouver les ressources, bah, il faut parfois débloquer des choses d'un point de vue inconscient. Euh, donc, il faut effectivement soit passer par l'inconscient, soit passer, je sais pas, par le corps pour provoquer des changements. Mm. Mais oui, je pense que c'est pas qu'une question de courage quand même. Et Mm. puis heureusement, parce que t'imagines, Yago, tu manques juste de courage, voilà. C'est pour ça que tu restes dans cette situation de travail qui te correspond pas. Enfin, voilà. Mm. Non, il y a d'autres choses, oui, c'est pas facile et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut avoir justement un bon entourage, en fait, choisir les bonnes personnes qui t'aident aussi à repousser un peu tes limites. Parce que nous tous, on a un peu la peur de sortir justement de notre zone. On parle souvent de cette zone de confort. En fait, on a tous les capacités de faire en fait mieux, mais peut-être on veut toujours, en faisant quelque chose de différent, on pense qu'on ne peut pas le faire parce qu'on voit la perfection. Et si on n'est pas parfait, des fois, on dit ah mais je ne suis pas à la hauteur, tu vois. Mais alors on risque de rien faire si on attend d'être parfait. J'aurais pas commencé ce podcast, j'aurais pas fait en français parce que je parle pas parfaitement le français. J'aurais pas écrit le livre parce que je suis pas une part, tu vois. Et c'est toujours ça. En fait, si tu as à côté de toi des personnes qui te poussent, te disent mais non, mais vas-y, fais-le. Et après, petit à petit, tu peux améliorer ce trajet parce que tu commences et tu fais des fautes en fait. Tout le monde fait des fautes et c'est pas grave en fait parce que au moins on a fait, on a eu tu vois, des retours, des fois des retours pas extraordinaires, mais si on continue, on peut que améliorer. Ça c'est un peu ma philosophie dans les choses que je fais. Oui, je suis carrément d'accord avec toi et heureusement que tu as fait tout ça parce que là, moi, j'ai reçu ton livre hier, donc j'ai trop hâte. Tu me Je me le diras. suis commandé. Tu me diras. Et pour moi, c'était important justement, vu les discussions qu'on a eues aussi aujourd'hui sur le biohacking, donner mon point de vue parce qu'un peu maintenant j'ai vu il y a beaucoup de demandes pour être certifié biohacker, pour faire un masterclass pour devenir biohacker. Et les gens, ils pensent qu'avec un certificat, avec tu deviens biohacker. En fait, on est déjà biohacker. Les personnes ont toutes les ressources pour faire le biohacking sans recevoir, faire de formation. Et en fait, c'est pour ça que je voulais pas faire de formation, pas faire de masterclass, mais la chose importante pour moi, c'est justement aider ce mouvement aussi à stimuler la réflexion comme on a fait aussi aujourd'hui. En fait, il n'y a pas quelque chose de juste ou de faux. Il y a juste notre curiosité, notre envie de donner aussi aux gens la possibilité d'intégrer ce mouvement et d'améliorer justement leur énergie, leur performance. Et c'est tout simple en fait, c'est pas compliqué. C'est juste commencer de quelque part. Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que toi, tu as vraiment une vision justement large sur le biohacking. Pour moi, tu as vraiment cette expertise parce que tu y ajoutes cet aspect justement prise de recul, prise de hauteur Mm. pour avoir un aspect un peu plus, voire même philosophique, tu Mm. vois,
qui réfléchit, avec des conscientisations, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais des prises de conscience. Oui. Tu apportes justement, tu vois, un éclairage qui est très important dans le biohacking et qui vient aussi justement, je trouve, tu apportes de la nuance, tu apportes des informations vraiment très importantes par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que pour les personnes voilà qui s'intéressent à tout ça, il faut absolument qu'elles écoutent ton podcast parce que c'est Merci. une mine de pépites, une mine d'or. Merci Anna. Alors moi je te remercie pour cette comme ça discussion. Ça m'a fait plaisir de t'avoir comme guest pour mon podcast. On se reverra très bientôt justement au sommet de l'hypersanté à Lyon le 5 et le 6 avril, c'est ça, hein? Oui, Les oui. places, elles sont presque, j'ai vu, vous êtes presque sold out. Oui, 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 on est presque soldats, donc là, il faut se dépêcher pour prendre ses places parce que, Mhm. Et je vais ouais, laisser le site internet, les contacts sur Instagram. Il ne faut pas manquer, ça c'est la deuxième édition et elle est en train de s'agrandir. Donc, à mon avis, il faut profiter aussi des premières éditions parce qu'il y a cette communauté qui est en train de se former et c'est bien d'y participer quand le show vient de commencer, quand encore l'énergie est très présente. Et, oui, oui, c'est ça. hmm, En plus, on est 600 personnes, tu vois, ça reste à taille humaine, en fait. oui, On n'est pas, tu vois, sur les gros sommets avec 2000 ou 3000 personnes. Donc, c'est vraiment le moment, effectivement, l'ambiance, elle est particulière. Enfin, bah, juste, t'étais venu l'année dernière, toi, t'en oui. avais pensé quoi? Oui, moi justement, j'aime bien, j'avais dit aussi l'année passée, j'aime bien les premières éditions. Quand ça commence, là, je vais aussi aller à Lisbonne. Il y a des autres jeunes qui commencent aussi en Portugal. J'adore quand il y a quelqu'un qui prend aussi, parce que il faut avoir du courage pour commencer à faire des summits, parce que on dirait que c'est simple, mais il y a beaucoup de boulot, beaucoup de passion derrière, et donc j'aime bien soutenir justement les personnes pour créer justement des endroits où les personnes peuvent se connecter et peuvent aussi donner des conseils parce que c'est vrai que vous avez commencé à Lyon, mais peut-être en France, petit à petit, les choses prennent une autre dimension. Et donc, à mon avis, c'est toujours important de soutenir les personnes et de leur donner justement notre soutien pour ouvrir des autres fenêtres. Moi, ça m'arrive comme ça, parce que d'habitude, les personnes pensent que si on travaille sur notre petit jardin, c'est mieux au niveau, tu vois, du business, etc. Mais en fait, je vous dis que c'est pas comme ça. En fait, plus on aide les autres personnes, plus toi aussi, comment on peut dire, tu reçois de la joie et ça s'ouvre beaucoup plus. Et donc, moi, Oui. je conseille tout le monde vraiment de soutenir les petits projets parce que après, on a une joie différente, voir aussi le succès des autres. Ça, c'est aussi important. Oui, complètement. Et nous, on le voit avec le sommet, justement, je trouve que bah, plus on donne et plus on reçoit. Ah oui, On travaille vraiment avec des personnes qui sont extraordinaires, oui, qui sont exceptionnelles. Et tu vois, voilà, que quand tu donnes, en fait, les gens prennent le temps. Quand toi, tu prends le temps d'abord, en fait, et ben voilà, en fait, ça te revient. Et puis même, c'est agréable, tu vois, de oui. donner. Mm. Donc, Parce oui, je pense qu'on que c'est se très important. s'empare, de ce mouvement qui prend comment on peut dire, euh, l'envol, on dit ça en Oui, français. ouais, de prendre l'ampleur, oui. Voilà, ça prend de l'ampleur et vraiment, tu sens que tu étais partie d'une mission beaucoup plus grande de la tienne. Et donc, ça inspire les personnes. Et inspirer les personnes, à mon avis, c'est la mission de tout le monde. Parce que si on peut aider les personnes, on est enrichi dedans et on est beaucoup plus vivant. Et ça aussi, c'est du biohacking, à mon avis. Oui, c'est ça. Un autre niveau encore. Oui, mais c'est un niveau puissant. Et quand on découvre ça, vraiment, on voyage beaucoup plus rapidement par rapport à voilà, voyager tout seul. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Là, la communauté, c'est hyper important d'avoir son groupe à soi, en fait, sa tribu, Oui, quelque part. absolument. Donc, merci beaucoup, Anna. Merci à toi, Vanessa. À très bientôt, je me réjouis.
J'ai vu, il y a beaucoup de speakers super intéressants. Et donc, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Même si je participe pas comment on peut dire, au party, parce que je vous laisse faire la partouze le samedi soir, c'est ça? Vous faites Ah oui, tu viens pas à la Longevity Party du coup? Non, party, non. Comme ça, Ok, d'accord. mais, On a prévu ouais, du non, bouillon d'os, on a des choses sympas, tu vois. on verra comment je me porte le samedi soir, mais on verra. Ça marche. Allez, à bientôt et beaucoup de succès avec ce sommet de l'hypersanté à Lyon le 5 et 6 avril. Ciao, à Bah, merci bientôt. beaucoup. Ciao. Merci Vanessa, à très bientôt. Merci.